Bonjour. Donc, on va commencer en fait le webinaire sur la présentation RGPD, dont le sujet est réussir sa démarche de mise en conformité avec des solutions concrètes. Avant de commencer, on va donc s'atteler à faire un petit rappel sur le RGPD et son contenu. Donc, première chose en fait primordiale, c'est bien comprendre que cette évolution est finalement réellement une adaptation de choses qui sont déjà existantes, qui ont été initiées depuis 1978 à peu près avec la création de la CNIL et qui ont fortement été adaptées au contexte actuel en 95 avec la première directive en fait liée à la gestion et à la protection surtout des données personnelles. Qui a ensuite évolué vers ce que l'on connaît aujourd'hui, donc le règlement. Pourquoi il y a eu cette évolution? Tout simplement parce que une directive, ça nécessite en fait d'être adapté à la législation en fait locale du pays concerné. Et on a donc vu en fait une disparité des applications de cette directive dans les différents pays que compose l'Union européenne, ce qui rendait un petit peu complexe l'uniformité en tout cas de cette protection. Donc, ils ont pris l'initiative en fait de transformer cette directive en règlement. Et l'intérêt en fait du règlement, c'est que le texte est pris tel quel et surtout est adapté en l'état dans chacun des pays. Et donc, tous les pays de l'Union européenne disposent et appliquent la même règle. Donc, c'est ça qui est vraiment primordial aujourd'hui. Et cette règle, en fait, s'étend également sur l'ensemble de la planète, puisqu'en fait, à partir du moment où les données personnelles sont relatives à un ressortissant en fait, de l'Union européenne. Ce règlement est valable, quel que soit le pays qui détient en fait, les données de cette personne. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution en fait, qu'a apporté ce règlement, donc, qui a été voté en 2016 et appliqué, comme vous le savez, en mai 2018. Donc, on a rappelé également la signification des acronymes. On connaît tous la GDPR, donc la version anglaise, le RGPD en fait que je vais m'atteler à utiliser en fait durant cette présentation et la version française, donc le règlement général de protection des données. Pour pouvoir un petit peu préciser l'impact de ce règlement, il est important en fait de présenter quelques notions clés qui composent ce règlement. La première, bien sûr, c'est quand on parle de données à caractère personnel, clairement, en fait, de quoi s'agit-il? On a souvent en fait l'interrogation, notamment en fait entre la donnée d'une personne en fait à titre individuel ou d'une personne dans le domaine professionnel. Il faut savoir en fait qu'une donnée, qu'elle soit exploitée dans le domaine, dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, demeure une donnée personnelle et donc doit être traitée comme telle, quel que soit en fait l'environnement dans lequel on va pouvoir l'utiliser. Une donnée personnelle, c'est donc une information qui va nous permettre d'identifier de manière directe ou indirecte une personne physique. J'insiste bien sur la notion en fait de personne physique. À ces données, à ces données personnelles, on va affecter ensuite des traitements. Tout l'objet en fait de l'accompagnement en fait que l'on présentera ensuite concerne justement en fait ces traitements de données personnelles. Un traitement en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une opération qui est effectuée de manière manuelle ou automatique et qui s'applique sur des données personnelles. Un exemple, l'établissement d'une feuille de paye concerne en fait un traitement de données personnelles. La notion de privacy by design est également importante. Cette notion-là, en fait, mentionne la nécessité, en fait, pour les éditeurs notamment, de concevoir des solutions qui soient faites dans le respect de cette réglementation. On entend de temps en temps dire, mais moi, les outils en fait que j'utilise aujourd'hui, que ce soit une CRM, un ERP ou autre, ne sont pas conformes avec la RGPD et m'empêchent de pouvoir me mettre en conformité. Cette notion, en fait, répond à cette problématique en signifiant simplement, en fait, qu'il est nécessaire pour les éditeurs de faire évoluer leur application pour adapter leur mode de fonctionnement et surtout, en fait, respecter le règlement et les spécificités, en fait, qu'il apporte. Une notion également qui, pour beaucoup, est nouvelle et pour autant, en fait, existe depuis le départ sur l'utilisation des données personnelles, c'est la notion, en fait, de conservation des données. Il est primordial, en fait, dès lors que l'on collecte des données personnelles, de leur affecter une durée de conservation.
Il n'est pas pensable en fait au regard de ce règlement de pouvoir en fait collecter des données et de les garder ad vitam aeternam sans aucune raison. D'accord? Donc, il est vraiment très important à chaque fois que l'on collecte des données dans l'objectif en fait de leur affecter un traitement, de définir en fait la durée de rétention de ces dernières. Et bien évidemment, de mettre en place les outils qui vont nous permettre de nettoyer et supprimer les données en fait qui n'ont plus d'intérêt à être conservées. Enfin, les nouveaux droits, là pour le coup, ce sont vraiment deux nouveautés qui sont apportées par cette réglementation. C'est la notion en fait de portabilité et de droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, bien évidemment, c'est, je pense, le plus célèbre en fait de cette réglementation, puisque c'est tout simplement la possibilité que je vais avoir d'imposer à quelqu'un qui a collecté mes données de les supprimer et voilà, bien évidemment. Et la portabilité, c'est la possibilité que je vais avoir, typiquement, si je change d'opérateur téléphonique, pourquoi pas, ça me permettra en fait d'imposer à mon opérateur historique la possibilité de conserver ces données que j'ai construites dans nos collaborations et de lui demander en fait de les transférer au nouvel opérateur que j'aurai choisi. Voilà. En ce qui concerne donc la démarche RGPD, je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense que ce sera largement détaillé après. Ce qui me semble par contre primordial sur cette slide-là, c'est de rappeler en fait que cette démarche RGPD n'est pas simplement technologique. Et même si force est de constater que nombre d'entreprises, dès lors qu'elles ont cette problématique à étudier, se rapprochent de leur service, de leur société de services informatiques, l'impact de cette réglementation a vraiment en fait s'appuie vraiment sur les 4 volets qui sont présentés là, donc le juridique, le process, l'organisationnel et le technologique. Je ferai un petit focus sur un de ces 3 volets qui me semble très important, c'est la notion d'organisationnel. Qu'est-ce qu'on entend par ce volet-là? C'est tout simplement en fait la nécessité d'impliquer nos collaborateurs dans cette démarche-là. On peut imaginer en fait les solutions les plus fiables et les plus sécurisées, pardon. Si les utilisateurs et nos collaborateurs ne sont pas informés des modalités en fait d'utilisation des process que l'on aura définis, il est fort probable que tout ce que l'on aura mis en place n'aura pas beaucoup en fait d'intérêt. Voilà. Le dernier point en fait que je souhaitais aborder sur cette présentation, c'est la notion en fait donc de DPO. Un DPO, c'est bien évidemment quelque chose qui est spécifique au RGPD. C'est, on va dire, l'évolution du CIL, le correspondant informatique et liberté que l'on connaît depuis de longue date. Il est obligatoire dans 3 cas. Si je suis une autorité, une administration, si j'exploite en fait des données sensibles. Alors les données sensibles, c'est vraiment des données qui ont un attrait en fait à l'environnement en fait privé de la personne, comme par exemple les orientations politiques, religieuses, etc. Et le dernier cas dans lequel je suis contraint, c'est si je traite en fait des données personnelles massivement. Bien sûr, il peut être interne ou externe. Donc, il n'y a aucune obligation à disposer en interne d'un DPO. Pardon. On peut tout à fait en fait souscrire à un accompagnement externalisé. Et dans le cas où il s'agit d'un salarié, son statut est protégé puisqu'en fait, il porte la responsabilité et il est le garant de la conformité de l'utilisation des données personnelles au sein de l'entreprise. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue pour justement en fait vous détailler maintenant comment réussir sa mise en conformité. Après, bon, vous avoir présenté un petit peu le RGPD, ce que c'est en fait, moi je vais vous présenter ce qu'on propose nous en termes d'accompagnement pour nos clients justement pour réussir sa mise en conformité. Donc notre solution d'accompagnement s'appelle Easy RGPD. C'est vraiment de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous accompagne pour vous mettre en conformité, on ne le fait pas à votre place, ce qui de toute manière n'est pas possible. On s'appuie sur un logiciel qui va nous permettre de créer notre registre de traitement. Et derrière, on a aussi des possibilités de DPO externalisé. Voilà, comme vous a dit juste avant Eric, donc le DPO peut être interne ou externe. Si vous souhaitez l'externaliser, on peut vous proposer cette prestation. Aujourd'hui, notre équipe, donc en fait, la cellule audit, on est 6 consultants généralistes, donc on s'appuie bien sûr sur des spécialistes, que ce soit juridique, informatique,
voilà, pour l'analyse de documents, les chartes informatiques et choses comme ça. Aujourd'hui, on a plus de 12 années d'expertise donc dans l'audit, avec plus de 300 entreprises et collectivités qui sont auditées, et une compétence multimétier, que ce soit l'impression, l'informatique, la gestion documentaire, la téléphonie. Voilà. Donc la démarche ici RGPD, elle se passe en 5 étapes. Donc déjà, premièrement, c'est tout ce qui est cadrage et étude flash. Ensuite, on va faire un lancement et un établissement de l'état des lieux, donc on va les dérouler, hein, ces étapes-là. Derrière, on vous accompagne sur 5 traitements minimum, donc on considère que voilà, l'outil, par défaut, il y a 5 traitements qui sont inclus. Après, l'idée, c'est d'adapter en fonction du nombre de traitements qui sera nécessaire dans votre structure à vous, en fonction de votre métier. Et après, derrière, pour tout ce qui est l'option de DPO, donc pour tout ce qui est validation de la conformité et l'amélioration continue. Voilà. Donc, par rapport au cadrage et études flash, donc l'idée, comment on démarre un petit peu cet accompagnement, on constitue des groupes et on organise des sessions de sensibilisation et de formation au RGPD. Donc l'idée, c'est d'expliquer déjà à vos collaborateurs ce que c'est, parce que souvent c'est déjà la base, et on commence à mettre en évidence les données et les traitements qui sont associés, c'est-à-dire via les échanges qu'on a dans cette première étape, on est déjà capable de saisir un petit peu les différentes données personnelles que vous allez traiter au sein de votre structure. Ensuite, on constitue donc des groupes de travail sur vos collaborateurs qui traitent justement de la donnée personnelle. Et l'idée, c'est de recenser justement les différents traitements. Avec tous les détails du process dans votre structure. Ensuite, on accompagne donc sur 5 traitements. Donc là, l'idée, c'est de commencer déjà à vous former sur l'outil. Donc l'outil qu'on utilise, c'est Smart GDPR, qui a été édité par des anciens de la CNIL, voilà, qui se sont lancés dans cette démarche-là suite au texte RGPD en 2016. Donc en fait l'idée c'est déjà de vous l'expliquer, de vous former sur l'outil et de vous aider à commencer donc la saisie de 5 traitements. Voilà, donc on aide à la saisie donc sur le support numérique. Vous avez après bien sûr vos accès et après bien sûr il y a des échanges vis-à-vis de ça. La conformité et l'amélioration continue. Donc c'est ici derrière vous choisissez l'option DPO. Une fois que vous avez saisi votre registre de traitement sur l'outil Smart GDPR, il y a 2 possibilités. Soit vous choisissez de ne pas avoir de DPO si, en tout cas, ce n'est pas une obligation pour vous. Et dans ces cas-là, via l'outil, vous allez vous-même voir un petit peu tout ce qui ressort. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit l'ensemble de vos traitements, vous avez toute une série d'actions et de choses qui sont non conformes au texte qui vont être mis en évidence. C'est aussi l'intérêt de l'outil. Soit derrière, c'est vous qui allez traiter un petit peu toutes ces actions et ces points qui ressortent de l'outil pour mettre en face un plan d'action pour arriver justement se mettre en conformité. Soit sinon derrière, vous avez le DPO qui s'en charge, qui va valider du coup la conformité de vos traitements, c'est-à-dire de tout ce que vous avez écrit, qui va vous donner toutes les actions à mener pour se mettre en conformité. Et après, derrière, il y a tout un process d'amélioration continue, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si à un moment donné, vous mettez en conformité, voilà, il y a aussi une évolution dans le temps, donc il est important de garder un petit peu ça. Donc l'outil, le logiciel, donc Smart GDPR, voilà un petit peu comment il se présente. Donc c'est vraiment sur un système d'audit de traitement. C'est-à-dire qu'on a une première phase de qualification avec des questions larges et derrière on a plusieurs étapes. On a 9 points en tout et pour tout. Et l'idée c'est de balayer l'intégralité du texte en fait de la CNIL, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez répondu à l'intégralité de vos questions, vous avez balayé l'intégralité du texte, donc vous savez exactement tous les points qui sont non conformes. Donc l'outil il est flexible, évolutif, efficace et garanti. Après c'est vrai que ce sont des anciens de la CNIL, donc la CNIL n'a pas le droit en tant que tel de valider un outil. Pour autant il a été certifié comme quoi il répondait bien en tout cas au texte. Aujourd'hui,
par rapport à tout ce qui est critères de réussite dans un accompagnement, comme on le propose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut forcément un projet porté par la direction. Aujourd'hui, comme la CNIL l'a précisé sur son texte, si vous avez des structures qui vous proposent de vous mettre en conformité sans que vous interveniez, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, il faut forcément que vous soyez impliqué dans cette démarche-là et que le projet soit porté par la direction, parce que derrière, il va forcément falloir mettre un petit peu des choses en place pour, justement, pour se mettre en conformité. Après, derrière, il faut un pilote de projet volontaire et non désigné. C'est vrai que le pilote de conformité, donc c'est une obligation, hein, c'est la base. Il faut désigner au sein de votre structure un pilote de conformité qui va un petit peu porter le projet. C'est vrai que si c'est fait de manière contrainte et forcée, on se rend compte, nous, chez nos clients, et que derrière, l'impact est quand même mineur parce que finalement, personne ne porte ça au sein de votre structure. Donc, c'est un petit peu compliqué. Derrière, il faut aussi impliquer vos collaborateurs parce que dans le RGPD, donc, il y a des choses un petit peu plus importantes, mais ça commence aussi par le verrouillage de son PC quand on part de son poste. Ça va être fermer les armoires pour les personnes du RH. Voilà, donc il faut vraiment impliquer l'ensemble de vos collaborateurs. Je ne sais pas si vous nous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est ces 3 grands domaines d'activité. Tout ce qui est impression, donc avec le matériel, hein, les multifonctions, les imprimantes, scanners, grand format. Toutes les solutions de ce qu'on appelle dématérialisation, la gestion numérique au sens large. Des audits de parc, hein, c'est notre cellule donc, qui organise ça. Sur la partie informatique, avec toujours pareil, matériel, PC, serveur. On fait aussi de l'hébergement de données donc, dans des data centers qui sont propres et qui sont au sein de notre structure. Et après, on gère aussi tout ce qui est infrastructure. Pour la partie télécom, on fait donc tout ce qui est matériel, le standard, le Centrex, les autocoms, la visioconférence, comme aujourd'hui on est en train d'utiliser. Et on est opérateur télécom en tant que tel, donc sur des solutions d'ADSL, SDSL et fibre optique, avec des liens Internet, l'interconnexion de sites, etc. Voilà un petit peu pour resituer ces pros. Voilà, donc en fait, on a déroulé un petit peu, donc nous, le process, donc le RGPD en tant que tel et ce que nous, on proposait dans ce cadre-là. Donc maintenant, est-ce que vous avez, vous, des questions par rapport à vos domaines, par rapport à ce qu'on propose, par rapport à ce que vous voulez? Alors, combien de temps pour être en conformité avec votre solution? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, l'outil qu'on propose est proposé donc sur 3 ans. On considère entre la première étape, voilà, où on explique un petit peu au client, et jusqu'à la mise en conformité, il faut, voilà, 3 ans, c'est bien. C'est vrai qu'après, ça dépend de la structure, ça dépend de l'implication aussi de vous, de vos souhaits. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne se met pas en conformité en l'espace de 1 ou 2 mois. Voilà. La deuxième question, donc, c'est la notion de données massives. A-t-elle été précisée? Donc non, en fait, il n'y a pas de précision claire qui est affectée en fait à cette notion. En fait, c'est vrai que il est difficile en fait aujourd'hui d'identifier réellement ce que l'on appelle massif. Il est fort à parier en fait que les structures type Amazon, Facebook, elles traitent réellement en fait de manière massive des données. Ensuite, entre une typologie de clients comme CPRO et une petite structure, où est-ce que se situe en fait la limite? C'est pas clairement défini. Je pense bien évidemment en fait que cette notion-là sera sans aucun doute résolue avec une notion en fait de jurisprudence à venir, puisqu'il est fort à parier en fait que quelques petites rectifications ou adaptations découleront en tout cas des premiers sujets. Voilà. Juste pour avoir eu la CNIL au téléphone par rapport à cette précision de données massives, hein, parce qu'on a déjà eu la question, leur réponse c'est qu'en fait le tout est de pouvoir le justifier. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, si vous posez la question par rapport au DPO notamment, si vous choisissez d'en prendre un ou de ne pas en prendre un, le tout c'est de pouvoir le justifier de manière claire, c'est-à-dire en disant voilà
par rapport aux données qui sont traitées, ce que vous en faites, le temps. Il y a plein de critères en fait qui seront à prendre en compte. Voilà, donc nous, après, l'idée, c'est de vous accompagner aussi là-dessus en vous disant, compte tenu de votre activité, si vraiment pour nous, c'est une obligation ou pas. Juste un petit complément, en fait, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé ça en fait dans la présentation en fait de la RGPD. Gardez bien à l'esprit en fait que cette démarche est basée en fait sur de l'auto-évaluation. Comme vient de le dire Anaïs, hein, l'objectif c'est vraiment en fait d'adapter le niveau en fait de sécurité au risque que l'on va encourir et à la typologie bien sûr de données que l'on va traiter. Voilà. Donc il y a vraiment en fait cette notion en fait d'auto-évaluation qui est primordiale et qui permet, hein, pour rebondir sur la toute première question, sur le temps en fait nécessaire pour être en conformité, j'aurais presque tendance à dire que c'est infini, puisque finalement en fait c'est vraiment dans le cadre en fait de l'amélioration continue. Vous devez en permanence en fait réévaluer les traitements que vous avez identifiés, la sécurisation en tout cas que vous aurez adossée à chacun de ces traitements, à l'évolution en fait de votre métier, de vos outils et puis du contexte dans lequel vous allez travailler. On a d'autres questions. Donc, comment trouver un DPO? Donc, aujourd'hui, si vous optez pour le choix d'avoir un DPO externe, donc nous, on travaille avec un cabinet d'experts comptables qui se sont spécialisés dans ce domaine-là et qui travaillent aussi eux-mêmes avec des juristes. Donc, après, soit on vous propose ça, soit sinon, voilà, en général, c'est plutôt des typologies experts comptables qui vont se lancer, qui se sont lancés en tout cas dans cette démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis peu, il y a la CNIL en fait propose une certification de DPO. Donc tous les DPO aujourd'hui vont avoir l'obligation de passer cette certification. Donc ça va permettre déjà un petit peu plus de cadrer ce poste-là qui est nouveau. Et de se sécuriser aussi vis-à-vis de tout ce qu'on peut avoir comme propositions, arnaques et choses en tout genre. Il y a une autre question. Quel est l'intérêt de votre logiciel vu que la CNIL, j'ai vu que la CNIL proposait un fichier Excel. Alors, c'est vrai que sur le site de la CNIL, vous pouvez trouver un fichier Excel, un exemple de registre. Vous avez même un outil gratuit qui s'appelle PIA. En fait, ces outils-là vous aident à savoir comment un petit peu il faut se lancer pour rédiger. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'écrire un traitement qui soit très simple, sauf qu'une fois que vous avez écrit ce traitement, c'est bien, sauf que ça ne vous donne aucune indication sur le fait, est-ce que du coup ce que je fais, est-ce que c'est conforme ou ça l'est pas, et si ça l'est pas, sur quel point. Donc du coup, c'est là-dessus que le logiciel va changer, c'est-à-dire qu'une fois que donc le logiciel va vous permettre sur le même principe d'écrire vos traitements, sauf que derrière, il va analyser toutes vos réponses et vous donner toutes les indications sur les actions à mener derrière pour pouvoir se mettre en conformité. Parce qu'une fois que vous avez écrit, sinon avec le fichier Excel, en général, les clients, ils se retrouvent un petit peu comme avant et pas savoir du coup comment avancer. Une autre question, donc quel est le coût de votre accompagnement? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le coût dépend de plusieurs critères. Donc déjà, d'une, c'est du nombre de salariés de votre structure. Forcément, voilà, par rapport aux notions de temps sur les premières étapes, va dépendre aussi du nombre de traitements qui seront recensés via les premières étapes. En fonction de votre métier, on aura plusieurs traitements, donc le coût de l'outil évolue. Donc après, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour avoir une notion de coût, il n'y a pas de souci, on peut vous faire des devis sans problème. Le troisième critère aussi, c'est savoir si vous voulez qu'on vous propose une prestation DPO ou pas. Voilà. Donc c'est ces trois critères-là qui vont pouvoir définir le coût en tant que tel de l'accompagnement ISI RGPD. On a une autre question. J'ai entendu dire que si on a plus de 250 salariés, on est obligé d'avoir un DPO. Alors en fait, si vous voulez, c'est une notion qui est un petit peu floue dans le texte. C'est-à-dire que c'est marqué, donc il y a un quatrième critère à prendre entre guillemets, sur les notions. Donc le DPO sera obligatoire pour les entreprises de grande taille. Alors forcément, tout le monde est revenu vers la CNIL en disant, voilà,
qu'est-ce que vous appelez grande taille. Et donc, la CNIL, le retour qu'ils ont eu, c'est 250 salariés. Pour autant, ce n'est pas écrit dans le texte en tant que tel. Donc, ça fait partie un petit peu, on va dire que c'est plus que recommandé. Nous, quand on a des structures en face de nous où il y a plus de 250 salariés, c'est certain qu'on le préconise plus que fortement. Derrière, une autre question, est-ce que vous délivrez un certificat de conformité à la fin de la démarche? Est-ce qu'il y a un ISO? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe aucun certificat RGPD. Donc, si vous avez des outils, des prestataires qui arrivent avec un beau certificat ou en vous disant que derrière, vous serez certifié, ça n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que avant, quand il y avait un contrôle de la CNIL, en gros, c'était un petit peu comme un contrôle fiscal. Quand ils venaient vous voir, c'était eux qui allaient prouver pourquoi vous n'étiez pas conforme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si demain vous avez un contrôle de la CNIL, c'est à vous de prouver en quoi vous êtes conforme. C'est aussi pour ça qu'on a un registre de traitement et que vous, en fait, vous avez l'obligation de montrer un petit peu patte blanche. Voilà. Pour autant, comment on fait pour prouver sa conformité? Donc ça, c'est une autre question. C'est via le registre, en écrivant un petit peu tout ce qu'on fait. Quand vous avez écrit votre registre et que vous avez des choses à corriger, vous avez la possibilité de mettre des annexes avec, par exemple, une charte informatique que vous auriez mis à jour, des choses comme ça. Et donc, c'est en documentant un petit peu tous vos process et votre fonctionnement que vous allez pouvoir prouver à la CNIL que vous êtes conforme. Il me semble avoir lu, donc autre question, il me semble avoir lu il y a un an que le DPO ne pouvait pas être le DSI ou le DRH. Est-ce vrai? C'est vrai en fait que c'est des choses qui ont été dites, puisque de mémoire en fait il ne fallait pas qu'il y ait ce qu'on va appeler en fait des conflits d'intérêts. Voilà. La problématique en fait elle est un petit peu plus complexe que ça, parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême et qu'on part du principe que on va prendre l'employé lambda en fait en tant que DPO, il aura une vision en fait que partielle du mode de fonctionnement de l'entreprise et de son organisation, qui ne lui permettra certainement pas d'avoir en fait le recul suffisant pour pouvoir analyser en fait les contraintes et puis les obligations en fait qui découleraient en fait de cette réglementation. Donc aujourd'hui en fait dans la pratique, on a eu en fait deux vagues. La première en fait lorsque la réglementation n'était pas encore valide, enfin mise obligatoire, j'ai envie de dire, donc un petit peu avant mai 2018, on a vu en fait énormément de DSI prendre ce rôle, parce qu'encore une fois, je pense que l'amalgame était un petit peu trop rapide entre finalement cette réglementation et l'outil informatique. Comme je l'ai précisé en fait tout à l'heure dans l'introduction, l'informatique n'est qu'un moyen, mais par contre, la mise en conformité et l'exploitation des données personnelles est bien plus vaste que le simple outil informatique. Donc aujourd'hui, ce que l'on retrouve très régulièrement, c'est plutôt en fait côté DRH ou juriste dans les entreprises. C'est surtout en fait dans ces entités-là, en tout cas, qu'on va retrouver les DPO le plus fréquemment. Je pense que par rapport à l'origine en fait de la remarque, aujourd'hui, il est vrai en fait que le grand patron ne peut pas être DPO, puisque là pour le coup il y a un vrai conflit d'intérêts. Par contre, il est toléré en tout cas que le DPO en fait se situe dans le secteur des ressources humaines ou services informatiques. Autre question, on a jusqu'à quand pour être conforme? Pour moi, c'était en mai dernier et peu de mes partenaires s'en préoccupent. Donc oui, sur le principe, on était censé tous être conformes en mai 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des retours de la CNIL qui disaient qu'en gros, si on était capable de prouver qu'on avait commencé une démarche de mise en conformité, ça nous laissait une année un petit peu de transition. Pour autant, c'est comme tout. Si demain, il y a une fuite de données personnelles qui est importante et qui inclut des données, par exemple, sensibles, dans quelle mesure il n'y aura pas de sanctions, ça, c'est comme tout, on ne le sait pas. Voilà, mais en tout cas, c'est bien mai 2018. Après, peu de mes partenaires s'en préoccupent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Après, est-ce que toutes les structures sont impliquées dedans? Oui et non, parce qu'il y en a qui le prennent comme une contrainte uniquement. Ce qu'il faut voir, c'est que
il y a des risques, il y a des sanctions, donc c'est comme tout, hein. Après, c'est chacun un petit peu fait son choix en disant est-ce que je veux me mettre en conformité ou pas. Déjà, peut-être prioriser les points les plus sensibles. Après, si demain vous avez un contrôle, après c'est un petit peu à vos risques. Voilà, donc en tout cas… Je rajouterais juste un petit point en fait sur cette partie-là. Un point de vigilance surtout. C'est vrai que quand on parle de la RGPD, on pense immédiatement en fait aux 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions pour le plus pénalisant des deux. Pour moi, en fait, le principal risque, enfin, pour nous, en fait, en tout cas chez CEPRO, c'est vrai que c'est un petit peu l'analyse que l'on en fait. Le principal risque, il n'est pas là. Le principal risque, il est avant tout commercial, parce que c'est vrai que si on est emmené, si petit puisse-t-on être, si on est emmené en fait à collaborer avec des structures de taille beaucoup plus importante, je pense par exemple, allez, si on prend le secteur de l'automobile, je suis sous-traitant de Renault. Renault sera contraint, lui, d'être conforme, et ses sous-traitants, puisqu'il en aura la responsabilité au niveau de l'exploitation et de l'usage des données personnelles, puisque lui, il aura donc cette responsabilité-là, il s'attellera en fait à choisir ses sous-traitants dans une liste en fait qui ont déjà initié une mise en conformité. Et ceux qui ne le seront pas risquent de rester sur le bord de la route. Je pense que voilà, l'un des principaux risques aujourd'hui, il est plus là finalement que vraiment en fait dans le contrôle de la CNIL. Dans les sous-traitants et aussi sur certains marchés appels d'offres. Si on n'est pas capable de montrer patte blanche, du coup, on ne sera pas retenu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que sous-traitant, si vous êtes sous-traitant, on peut très bien, la personne, les gens avec qui vous travaillez peuvent très bien venir vous contrôler, vous, dans votre structure. Vous avez l'obligation de leur montrer votre registre. On a une autre question. J'ai un logiciel de GED. Est-ce que c'est compatible RGPD ? Oui, bien sûr, pas de souci. Après, ça dépend des outils de GED, c'est-à-dire qu'il en existe une multitude sur le marché. Il y a des outils de GED qui sont hébergés, donc il faut voir avec l'hébergeur si on répond bien aux contraintes RGPD. Il y a certains outils de GED qui sont limités dans le sens d'accès, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accès à un tiroir, on a accès à toutes les données dedans. Donc là, on est un petit peu limité aussi de ce côté-là. Mais bon, sur le principe, c'est pas parce qu'on a un outil de GED qu'on ne peut pas être compatible RGPD. Le tout, c'est de savoir lequel et puis un petit peu ce qu'on en fait et comment on l'utilise surtout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les collaborateurs. On a beau avoir un outil de GED, donc c'est une aide à la RGPD même, mais encore faut-il bien l'utiliser. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions… merci merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et on reste à votre disposition, bien sûr, pour tout complément. Au revoir.